Nous allons découvrir à présent le portrait d'Arnaud Montebourg. Député PS de Saône-et-Loire depuis 1997, ministre du redressement productif puis de l'économie de 2012 à 2014, à 54 ans, il se présente à la primaire de la gauche. Venez, c'est par ici que ça se passe. Bonjour. Ça va? Comment allez-vous? Merci, très bien. Bienvenue. Qu'est-ce que vous faites, là? J'essaye d'ouvrir du Bourgogne. Normalement, vous aimez bien ça. Je suis tombé dedans quand j'étais petit. Mais vous buviez à quel âge? Ah non, mais je parle pas de ça. C'est que j'habitais dans les vignes. Ouais. Quand j'étais petit, je faisais les vendanges. Ah oui. Alors, il y a deux écoles. Hein. Il y a on laisse dans la bouteille ou on met en carafe. Faut essayer la carafe. Il faut mettre tout d'un coup? Non, faut aller doucement. Il doit prendre la température de la pièce. Ça se voit pas frais, le Bourgogne? Non. Ah bon? Je suis pas un spécialiste, mais enfin, Allez, c'est ce que chacun dit. je le prends? Alors, je vous suis? Oui. Arnaud Montebourg est né en Bourgogne. Il revendique ses origines avec tendresse, à commencer par ses grands-parents paternels, bouchers charcutiers. Ça vous a fait rire le dicton en bas avec la rosette? Bien sûr. Donc la rosette. La Rosette Montebourg, le régal de toujours. C'était une publicité de 1952. Le père de mon père, il avait une boucherie, charcuterie. Et la boutique, qui était à Autun, en Saône-et-Loire, Ouais. était la maison de la Rosette. C'était leur spécialité? C'était la spécialité de la maison. Mon grand-père avait commencé garçon boucher, puis peu à peu, il avait monté cette affaire. Et bon, il vivait dans la boucherie. Voilà, Il faisait que bosser? Oui, il faisait que ça. Jamais de vacances, ouvert le dimanche. Enfin, Ah ouais. c'était De labeur. Oui, mais de passion. Ils allaient chercher les vaches avec le tube Citroën. Il y avait de la paille, je me souviens, donc ils me mettaient sur le siège au milieu, entre mon oncle et lui. Et ils allaient dans le Morvan chercher les vaches. J'ai même fait le commis l'été. Vous aimiez bien ça? Bah, c'était passionnant. Puis c'était surtout une ambiance, une atmosphère. On se levait à 5 heures, et toujours, évidemment, on ne s'arrêtait pas, parce qu'il y avait les clients. Enfin, il y avait toujours quelque chose. Ouais, on dort bien après le soir. Hein. On dort bien. Mon grand-père Montebourg, il était bourru. Il parlait peu, mais l'heure, c'était l'heure, et On le mangeait travail, à table, et le travail, c'était le Ah, travail. il rigolait pas? Non, ça rigolait pas. Il disait à ses fils, et notamment à mon père, si tu es dans les côtes de Port, tu peux pas aller dans les côtes du Nord. C'était une manière de dire, il faut rester bosser avec la famille. C'était ça. Super cette phrase. Elle est très belle. Et du coup, vous avez un lien à la bonne chair, à la charcuterie, Bah, évidemment, il doit être réprimé, comme vous le savez, puisqu'on ne peut pas vivre de charcuterie. charcuterie. Ah, si, on peut. Ça n'est pas indiqué par l'Académie de médecine. Mais c'est toujours un plaisir. C'est votre Mais Madeleine. un petit peu, en fait, c'est vrai. Le grand-père maternel d'Arnaud Montebourg était algérien. Cet homme au fort tempérament a influencé sa vocation d'avocat. Il s'appelait Hamlish Ould Kadi. Oh. Donc il parlait arabe, c'était un arabe, Ah oui? voilà, qui s'était engagé dans l'armée française avant-guerre, c'est dans les années 30, avait été envoyé en garnison en France, avait épousé une femme française, une blonde aux yeux bleus, et les deux familles se sont rencontrées. Ah bah, pas la charcuterie. Si, pour nous, la religion, c'était une chose qui n'existait pas. Même le grand-père. Aucune. Donc il mangeait aucune. du cochon. Oui, il mangeait tout. C'était un homme qui n'avait pas besoin de Dieu pour se suffire à lui-même. Il était fort. Une grande présence. Ouais. Il avait une voix forte, il était un peu exubérant, il avait l'autorité morale pour parler. Quand il parlait, tout le monde se taisait. C'est vrai que lui a dû me transmettre ce goût de la parole qui porte. Il avait vécu des épreuves dans sa vie. La guerre d'Algérie, c'était une déchirure pour toute cette génération, où qu'on soit. Moi, quand je l'ai connu, il portait le béret. Donc c'était assez curieux comme mélange, vous voyez. Parce qu'il se sentait très français. Totalement. En fait, il avait choisi sa vie. Oui, il avait choisi la France. Et vous vous sentez un peu algérien ou pas du tout? Bah, bien sûr. Donc Bah, je même suis si- des deux rives un peu. Donc est-ce que la fille de Hamlish, votre maman, elle a été confrontée aussi au racisme? Parce qu'à Autun, il n'y Alors- avait pas beaucoup d'Algériens. Oui, parce qu'elle, elle était 50% algérien, 50% français. Donc elle était traître des deux côtés. Elle était typée, votre maman?
Pas particulièrement, mais enfin, elle s'appelait Leïla. Ouais. Ah, elle s'appelle. Oulkadi, voilà. Elle avait profondément souffert du racisme. Elle vous l'a raconté? Oui. Un père inspecteur des impôts et une mère professeure d'espagnol, les parents d'Arnaud Montebourg lui ont transmis le sens du bien public. Mon père, que je n'ai plus malheureusement, avait un sens du devoir. Il pensait qu'il y a un bien commun, qu'on le servait. Et vous pensez que ça aussi? Je crois avoir hérité un peu de ça. C'est une valeur, hein, presque. C'est une valeur, c'est pas faux. Ouais. Arnaud Montebourg est fils unique. Il garde le souvenir de ses longs moments de solitude. Les heures étaient longues. J'ai souvenir de ça. C'était l'ennui dans la chambre? Bah, c'était la solitude. Ouais. J'ai appris la solitude, à la maîtriser, à la connaître. Et à l'apprécier finalement? Et à l'apprécier, faute de mieux. Mais du coup, quel élève vous étiez? Super bon? Disons que ça a été contrasté, on va dire. Moi, je sais que vous n'étiez pas bon. J'ai commencé très mal, oui, mais ça a bien fini. Au collège, c'était pas terrible? Ah non, c'est moins qu'on puisse dire. Mais pourquoi? Je crois que j'étais pas très bien dans ma peau à cette époque, ça devait être difficile. Ah, c'est l'adolescence. Oui, je crois. Pour moi, l'adolescence était interminable. Arnaud Montebourg a affirmé très tôt ses premiers engagements. Ça se passait pas très bien avec l'administration du lycée. C'est ça. C'est ça l'histoire. Il paraît que vous avez milité pour le planning familial, pour qu'on en parle à l'école. Ah, mais oui, c'est vrai. Ah, merci. C'était l'époque des débuts de la contraception, oui. Et tout ça, mais c'est très important à l'époque. Ben oui, je suis d'accord. Non, je me souviens, on défendait ça en classe. Votre surnom, vous vous souvenez ou pas? Non. L'emmerdeur. Ah bon? Ah non, je ne savais pas. Et en troisième, ça a commencé à s'améliorer. Et tout le lycée, là, j'ai trouvé ça passionnant, extraordinaire. Je me suis mis à travailler. Oui, vous avez un bac avec mention très bien. C'est ça. Arnaud Montebourg reste marqué par ses premiers souvenirs politiques et notamment la mort de Georges Pompidou en 1974. Il avait 12 ans. Mon père a ouvert la porte très fortement de la chambre. Il a dit « Lève-toi, Pompidou est mort ». Et je me suis dit « C'est très important ». Ouais. J'étais en 5e. Et puis, je me souviens de ce moment de la campagne électorale des présidentielles entre Giscard et Mitterrand. Et j'avais un grand ami à l'époque, à Dijon, dans ma classe, qui était pour Giscard, et moi j'étais pour Mitterrand. Et c'est mon premier engagement, en vérité. 74. Ça vous touchait en 5e? C'était une manière pour moi de me hisser dans le monde des adultes. Et le monde des adultes, chez moi, c'était quand même, ils parlaient politique. On parlait politique à la maison? Oui, beaucoup trop même. Parce que ça m'a... c'est ce qui m'a formé, finalement. La sensibilité politique d'Arnaud Montebourg s'est nourrie de diverses sources d'inspiration, y compris des chansons de Claude François. 17 ans, il paraît que c'est une de vos chansons préférées. C'est ma chanson fétiche de Claude François. C'est l'histoire d'un homme qui s'est fait seul. Comme vous? Un peu. Ben oui. Il raconte ceux qui avaient tout et lui qui n'avait rien. Ne bougez pas. J'ai eu moi aussi 17 ans, le monde n'était pas différent. Certains n'avaient rien à gagner, des places leur étaient réservées. Les places leur étaient réservées. Certains n'avaient rien à gagner, ils avaient déjà tout. Ils avaient la villa. L'auto que leur prêtait pas. C'est fils à papa. Leur mère leur donnait plein d'argent. Certains ont tout à 17 ans. Moi, on ne me connaissait pas. Les autres avaient tous une Vespa. C'est une chanson politique, en fait. Oh, c'est marrant, je la voyais pas comme ça. Sur la jetée, Il me poursuivait en riant, je revenais les coups d'encens. Le courage, ça s'apprend À 17 ans. C'est aussi la difficulté de l'injustice sociale. Oui, pour moi, c'est un chef-d'œuvre. 17 ans, mais qu'ils sont loin, mais Vous avez eu envie de venir à Paris? Oui, je voulais pousser plus loin les limites. Ouais. Je voulais appuyer sur l'accélérateur. C'est ça, vous tapez sur les coudes en pensant, quoi. Voilà. Non, c'est vrai. Bah c'est oui, des rêves constitutif. de géant, comme dit Claude Ouais. François. Voilà, c'est ça. À 20 ans, Arnaud Montebourg vient à Paris poursuivre ses études de droit avec l'ambition de devenir un grand avocat pénaliste.
Qu'est-ce qui était le plus difficile? C'était de venir seul à Paris? C'était de faire son droit? C'était de... Quand je suis arrivé à Paris, je connaissais personne, mais personne. Il y avait une vieille amie de ma mère, elle m'avait donné son adresse sur un bout de papier, tiens, tu l'appelleras. C'est ça, Paris. C'est une impression. Puis avec le complexe... D'être un petit provincial? Du tout petit bourguignon, voilà. Dans notre famille, on ne parlait patois quand même. Et donc, se retrouver à Paris avec des fils d'archevêques et de bâtonniers, ça faisait bizarre. Puis on est rejeté, en fait. Alors, vous avez gagné par le passé, vous étiez étudiant, un concours du Nouvel Observateur. Ah oui, c'est vrai. D'abord, je ne sais pas pourquoi vous êtes inscrit, mais donc à l'époque, c'était le lecteur le plus Nouvel Obs. Oui. Et je donc, m'en souviens. Et vous avez gagné. Oh, j'ai gagné, c'était incroyable. C'était incroyable. Et vous avez gagné un gros chèque pour l'époque. Mais 300 000 francs, c'est vous vous rendez dingue. compte? Vous aviez quel âge? J'avais, je sais pas, 26 ans, 25 ans. C'est génial. Et qu'est-ce que vous avez acheté avec cet argent, notamment? Des meubles. Des meubles. Oui, le fauteuil Des beaux meubles. Mais oui, comment vous savez ça? Je sais tout, je vous dis. Un fauteuil Charles Eames. Ouais, le noir comme ça, magnifique. avec les bras en noyer, je crois. C'est mythique. C'était mon premier meuble. Et vous l'avez encore? Ah oui. Pourquoi j'ai participé à ce concours du Nouvel Observateur? Parce que j'avais gagné un concours d'éloquence. Ouais. Et le prix du concours d'éloquence, c'était un voyage d'une semaine aux Arcs au mois de juillet. Je m'ennuyais au mois de juillet aux Arcs. Donc j'ai fait ce concours et j'ai gagné le premier prix. J'en revenais pas avec ma tête de provincial. Je pense que c'est aussi pour ça que vous l'avez eu. C'est parce que vous représentiez le jeune garçon, petit-fils d'artisan, petit-fils d'Algérien, qui vient à Paris, qui est avocat. Je pense que c'est de la totale. Vous êtes Hobbes. Arnaud Montebourg a toujours aimé prendre la parole et convaincre. Lors de ses études, il gagne plusieurs concours d'éloquence, comme en témoigne son ami Jean-Marc Fédida. La première fois où je rencontre Arnaud, c'est lors du concours de la conférence du stage, qui est un concours d'éloquence du barreau de Paris. Alors, c'est Arnaud qui l'a emporté haut la main. L'éloquence, c'est convaincre. C'est l'art de convaincre, de faire changer d'avis. Mais par la parole. Par la parole. Et ce métier-là, j'ai eu une passion, je l'ai expérimenté pendant 7 ans, 8 ans. Et là, donc ça doit être dur pendant des années. Ça a été très difficile. C'est là que j'ai appris à écrire, à parler, à réfléchir, à raisonner, à convaincre. C'est aussi constitutif de votre personnalité de convaincre, d'aimer convaincre. Oui, c'est vrai. Hein? C'est vrai, c'est vrai. Mais c'est marrant, je vous parle, on dirait que vous réalisez qui vous êtes. Il y a des moments dans la vie où on fait le tour de soi-même, et là, vous me permettez de le faire. Non, Vous n'avez pas fait depuis longtemps. Chaque fois, vous me dites « Ah oui, c'est vrai, j'avais pas pensé. Ah, oui, c'est vrai, j'avais pas pensé. Vous n'êtes jamais dans l'introspection? Écoutez, là, je suis plutôt dans l'action, mais grâce à vous, je vais pouvoir faire un petit stage d'introspection. When the sky is grey, hope just hides away. I'll be your sun. Bon, je trempe mes lèvres, hein, seulement. Oui. Merci. On trinque à quoi? La France. Ça m'est rarement arrivé, tiens, trinque à... Mais c'est une bonne il faut s'y idée. mettre. Vous avez raison. C'est le plus Ah beau oui. pays du monde. Fameux. Ça tape, ça, hein? Non, ça tape pas, c'est puissant. Depuis la fin de ses études, Arnaud Montebourg est affublé d'une image de grand bourgeois. Michel Piloquet, son ami rencontré à Sciences Po, s'en étonne encore. Beaucoup de gens affublent Arnaud d'une particule. Monsieur Arnaud de Montebourg. On considère qu'il est un bourgeois hautain. Alors, il dit en général, quand on lui oppose ça, qu'il s'appelle Arnaud Montebourg et qu'il est petit-fils de charcutier d'Autun. Voilà. Ça l'amuse beaucoup, mais c'est vrai que ça lui colle à la peau. D'où ça vient cette histoire? Parce qu'effectivement, maintenant qu'on connaît un peu vos origines sociales, c'est pas du tout ça. Peut-être que c'est lié à ma manière de parler, je ne sais pas. J'ai un Qui est lié- un petit côté Giscard, parfois. Oui, non mais pourquoi? Parce que quand j'ai fait mon apprentissage professionnel, j'étais Le droit? avocat. Oui. J'ai appris finalement l'expression selon les règles un peu désuètes. L'école de rhétorique, d'éloquence Ah oui. du barreau de Paris Oui. renvoie à des canons de l'expression qui ne sont pas contemporains. Après sa période de formation, le jeune avocat Arnaud Montebourg va rapidement se rendre célèbre par des coups d'éclat très médiatisés. Arnaud et moi, nous allons mener tous les combats contre les systèmes qui prévalaient à Paris dans les années 90. Ce système va faire l'objet d'un harcèlement judiciaire de notre part permanent. C'est assez bien résumé. À l'époque,
C'était les premières affaires de la ville de Paris. Ouais. Et un jour, le Canard enchaîné publie ce qui allait devenir l'affaire de l'appartement d'Alain Juppé. Et le Canard enchaîné expliquait que M. Juppé avait diminué le loyer de son fils d'un appartement qu'il lui avait attribué appartenant aux contribuables de la ville de Paris. Appartement luxueux rue Jacob. Dans le 6e arrondissement, Voilà. Saint-Germain-des-Prés. Pas mal. Ouais. Et le loyer étant trop cher, parce que c'est quand même la rue Jacob, il avait dit, comme je suis adjoint aux finances de la ville de Paris, je vais quand même baisser le loyer de mon fils, quand même, parce que le pauvre, sinon c'est moi qui vais le payer. Après, on a appris que finalement, lui-même s'attribuait aussi un logement, etc. Bref. Et en lisant le Canard enchaîné, je dis, mais c'est la démonstration d'une infraction pénale. Et un ami me téléphone, me dit, mais il faut que tu fasses quelque chose. Je réfléchis un instant, je dis, écoute, c'est très simple. Tu n'as qu'à constituer une association et je deviens ton avocat et je vais chez le procureur avec ton mandat. C'était l'association des contribuables parisiens. L'association des contribuables parisiens. Et le procureur, finalement, a demandé au Premier ministre qui avait commis une infraction de quitter l'appartement, de faire cesser l'infraction. Le Premier ministre est parti, dans la nuit. Avec un camion de déménageurs. Mais personne d'autre n'y avait pensé à constituer une association de... Je crois que tout le monde avait peur. Parce qu'à l'époque, les socialistes disaient, mais qui c'est ce garnement qui ose attaquer le Premier ministre ? Mais je dis, mais enfin, vous allez laisser passer ça ? Et donc, nous avons réussi. Puis après, il y a eu Madame Tibéri, Monsieur Tibéri, tout ça, c'était Félida et moi. Voilà. Pendant 8 ans, Arnaud Montebourg plaide en cour d'assises. Il défend notamment les Villemain, les parents du petit Grégory, ou Christian Didier, l'assassin de René Bousquet. Christian Didier a conscience qu'il a tué un homme, mais aussi un symbole d'une France qui refuse de regarder son histoire et ses propres crimes en face. En 1997, Arnaud Montebourg arrête son métier d'avocat. Il est élu député de Saône-et-Loire. Qu'est-ce qui a fait que vous êtes passé en politique, alors ? Je trouvais que avocat, c'est un beau métier, mais on s'occupe d'individus. Il manque une dimension qui est le bien commun, et ça me manquait. Parce que j'ai toujours été un militant, j'étais socialiste dès le plus jeune âge. Vous avez votre carte et tout, du PS ? Oui. À 18 ans C'est dingue. C'était l'époque de 1980. Ah oui, il faut dire. On collait les affiches de François Mitterrand, j'étais colleur d'affiches. Ah ouais ? Avec la 304 de mon père, j'avais mon chien qui s'appelait Ubu, un berger allemand pacifique. Et je l'avais mis dans le coffre avec le pot de colle. Et je faisais toutes les communes du canton de Gevrey-Chambertin. Ça vous a fait plaisir, la première élection ? J'étais très fier. C'est vrai ? Oui. D'ailleurs, j'avais mon père, encore à l'époque, qui était très fier. Ah oui ? Oui, oui, parce que bon, c'était une élection difficile, c'était une circonscription qui était... Qui était à droite ? Oui. Historiquement ? Oui, et il fallut la conquérir. À peine élu député, Arnaud Montebourg s'attaque aux paradis fiscaux et à la corruption, même au sein de son parti. Quand vous avez un pourrissement de la vie politique quelque part, un abcès, qu'il soit à gauche ou à droite, il faut le crever, hein, parce que sinon c'est très mauvais. L'image est un peu désagréable, mais en effet, j'ai demandé à Roland Dumas de quitter le Conseil constitutionnel à un moment de sa carrière. Et plus tard, vous l'avez fait à Marseille aussi, contre votre camp. Ah ben, parce que pour moi, c'est pas une question de parti politique. À l'époque, vous appelez le dingue du Palais Bourbon. Vous saviez ça ? Oui, je vois pas en quoi. Vous vous sentez justicier ou pas ? Pas du tout. Je pense qu'il faut traiter les problèmes. Il paraît que vous avez été menacé de mort. C'est arrivé, mais ce n'est pas Vous grave. avez été protégé à une époque. Oui, mais enfin, ça n'est pas très très grave. Ça vous fait pas peur ? Non. Vous pourriez mourir pour des idées ? De toute façon, nous allons mourir. Mais pour Donc des préparons-nous. idées un peu plus tôt Préparons-nous. prévu. Si vous êtes élu président, vous allez faire de la corruption un enjeu majeur ? Pour moi, ce n'est pas un thème politique. Il faut être impitoyable, mais il ne faut pas en faire un fonds de commerce. Ouais. C'est une évidence presque pour vous. Voilà, ça me C'est paraît pas- normal. And you can tell everybody this is your song. Dans la classe politique, Arnaud Montebourg donne l'image d'un homme séduisant. Now that it's done. Votre cousine a dit que vous plaisiez aux femmes, aux jeunes filles, quand vous étiez même au lycée. Ah bon? Vous vous souvenez pas de ça? Non. Non. Ah, c'est dingue. Vous montiez sur une table pour vendre vos livres et tout ça, et les filles se pâmaient. Ah bon? En fait, je suis votre mémoire. Alors, si vous avez Alzheimer, vous savez quoi? Je vais venir avec vous. Vous faites Karine, au fait. Qu'est-ce que j'aime bien manger? Hein, on fait comme ça. Excellente.
serai votre bâton de vieillesse, Arnaud. Arnaud est un homme séduisant. Je crois qu'il aime des femmes qui sont des femmes de caractère. Il a besoin dans sa vie intime et dans son couple de répondants. Et le registre affectif qu'il préfère est celui dans lequel il y a du débat. Il est fort, Jean-Marc, hein. Il me connaît bien. Tu connais bien. Non, mais il a raison, vous aimez les femmes intelligentes et qui ont des répondants. Ben oui. Est-ce qu'on peut être amoureux au-delà des clivages politiques? Ah oui, bien sûr. C'est même intéressant. J'ai toujours construit mes choix par rapport à l'altérité, la différence. Je trouve que c'est intéressant. Ça me plaît. La similitude m'ennuie. On se dispute pas tout le temps quand on est... Non, l'essentiel est ailleurs. Look at the stars. Look how they Oui, vous savez qu'on vous appelait Love Love Quand j'étais au gouvernement, oui. Oui, parce que je concluais mes petits messages par Love Love. À Par qui? Love. Bah, à mes collègues. C'était drôle. Mais filles et garçons? Filles. Ah Parce bon? que vous savez, on est 50-50 dans le... Au gouvernement? Ah oui. Ouais. Je leur demandais toujours un petit truc, un machin, et un Love. Mais non. Bah oui. C'est Cécile Duflot qui a popularisé ça et qui m'a appelé Love Love. C'était drôle. So no one told you life was gonna be. Ça, c'est difficile, la vie de ministre, alors. C'est vrai? Bah oui, donc quand on peut un peu avoir de la détente, prendre les si choses... dur que ça? C'est très difficile. Pourquoi c'est si dur? Mais parce que c'est beaucoup de soucis dans un temps très, très concentré et en même temps, l'obligation de remplir bien sa mission. Mais et puis, vous avez des emmerdements tout le temps. Ouais. Hein, au-dessus de vous, en dessous de vous, à côté de vous. Donc, quand vous pouvez avoir des bons rapports avec vos collègues, c'est bien. Vous êtes un romantique, vous aimez Stendhal et tout ça. Bah, ouais. Hein, vous êtes un romantique? C'est vrai. C'est vrai, hein? Assez. Je confesse. Vous l'écrivez comment, ce mot? Non, je rigole. J'étais un peu surpris, là. Arnaud Montebourg et Aurélie Filippetti sont tombés amoureux alors qu'ils étaient tous deux ministres. Depuis 2015, ils sont parents d'une petite Jeanne, née dans des circonstances compliquées. Alors, vous avez une grande pudeur. Vous préservez beaucoup votre vie privée. Oui. Pour être heureux, il faut vivre caché? La pipolisation, Ouais. c'est une manière de faire diversion. C'est-à-dire parler de moi, comme ça on ne parle pas de ce que je fais ou je ne fais pas. Every breath you take. Jeanne est née grande prématurée, à moins de 6 mois et à moins d'1 kilo. Et au fil des semaines et des mois, la situation s'est dénouée. Voilà, avec énormément de stress, d'angoisse et de souffrance. Et avec les paparazzis à la sortie de l'hôpital, de Bray. Et maintenant, je dirais que tout ça est derrière. Elle est facile à aimer, hein, Jeanne. Voilà, c'est le parrain qui parle, elle est calme, elle est belle, elle a de très beaux yeux bleus, elle est souriante. Maintenant, c'est la photo du bonheur. Oh, je suis désolée. Bon, c'est une histoire ordinaire, hein. Il y a 60 000 parents en France qui ont des enfants prématurés. Et c'est toujours difficile, parce qu'on croit connaître la vie et on est confronté à autre chose. Bon. Mais nous avons en France des médecins, des infirmières, des aides-soignants, des gens, mais c'est fabuleux. Et je voudrais les remercier publiquement, parce qu'ils ont sauvé cet enfant. Et ils ont fait ça dans des conditions extraordinaires. Mais c'est un traumatisme. Pour nous, ça a été un moment difficile, oui. Bon, voilà, la vie était forte, plus forte. Ça change les perspectives, j'imagine aussi, non? Ça change tout. This road I'm on is gonna turn to sand. Paul, il a 15 ans ou 16 ans? 16, La deuxième s'appelle... 13, Adèle. Adèle. Et vous leur avez demandé Ouais, leur oui. avis avant de nous présenter? Oui, ils sont totalement contre. Les deux? Les deux grands? Bah oui. Et pourquoi? C'était quoi les arguments? Parce qu'ils veulent avoir la paix, et ils ont raison. Je leur ai dit, je comprends, mais je vais le faire quand même. We've come too far. Arnaud Montebourg est connu pour son humour et ses mots d'esprit, quitte à s'attirer des ennuis dans son propre parti. D'abord, Arnaud est un enfant unique. Donc, je pense que le ressort de ça, c'est qu'il a commencé, pour attirer l'attention des adultes, à avoir des mots d'esprit, à être drôle. Il est un peu provocateur, ouais. Il est un peu franc-tireur. Ségolène Royal n'a qu'un seul défaut, c'est son compagnon. Vous étiez à l'époque porte-parole de Ségolène Royal. Vous aviez bien énervé François Hollande. Ah là, oui. Ça vous a valu une mise à pied? De quoi, un mois? Je suis retourné dans ma circonscription avec ma valise. Le jour même? Je vais vous raconter, le soir même,
Elle m'a dit oh, c'est rien. Envoie un mot à François, ça s'arrangera. Parfait. Vous le faites? Je fais. Vous dites quoi? Bah. Non, bah, c'est quoi, vous C'est dites pas quoi? très malin, hein. Vous avez J'étais dit pas quoi? très fier. Hein. Vous avez dit quoi? Bah, je lui dis, désolée. c'était une blague, tu vois. Bon, Ouais. c'était une manière. Bon, je pense pas que j'ai convaincu. Et puis le lendemain, elle m'appelle et elle me dit bon, écoute, là, il y a une pétition contre toi. Du parti? Oui, le premier secrétaire est mécontent. Je suis en difficulté. Je lui dis, écoute, dans ce cas-là, je te donne ma démission, moi, ça ne me pose aucune difficulté. Non, mais j'ai besoin de toi. Mais je te mets à pied pendant un mois, puis tu reviens dans un mois. Et là, je me souviendrai toujours, je prends donc ma valise, je rentre en Saône-et-Loire, dans le métro M14, la ligne automatique, là, qui mène Gare de Lyon. Et sur le quai, soudain, il y a une personne avec 2 béquilles qui me hèle. Et il avance comme ça, Monsieur Montebourg, en levant ses béquilles, en faisant un foin d'enfer. Et là, il s'arrête, il y avait déjà un attroupement de personnes, et il dit « Monsieur Montebourg, courage, moi aussi j'en ai pour un mois !» Et là, tout le monde explose de rire. Je me suis dit « Bon, je crois que cette campagne est vraiment mal partie. » Voilà l'histoire. Et alors, figurez-vous que dans le gouvernement de Manuel Valls, je retrouve Ségolène Royal assise à côté de moi. Et là, je lui dis au début du Conseil des ministres, en face de François Hollande, à côté de Manuel Valls, je lui dis, tu te souviens, Ségolène, le principal défaut. Et là, elle me dit, oh, qu'est-ce que tu m'avais fait rire. Voilà. L'humour, c'est d'abord une qualité contre soi. Hein. C'est quand même la règle. Canteloup, il est drôle. Hein. Très drôle. Très drôle. Écoute-moi bien barré. Chauffeuse, canapés et fauteuils, les amoureux de chauffage se retrouvent toujours autour de l'habitat Montebourg. Ça vous a fait rire l'habitat Montebourg? C'était très drôle. Ah ouais, c'était très J'étais drôle. plié de rire et chez Habitat, ils étaient désolés, mais moi pas. Bon. Mais lui, il participe aussi à votre image un peu bourge, hein, je pense. Ah bah oui, il fait que ça, mais bon, qu'est-ce que je peux faire? Rien. C'est comme ça. Only gotta try for the moment. If you tell me turn around in the morning. Est-ce que vous pensez que pour être président, il faut une case en plus ou une case en moins? En plus. T'en faut même plusieurs. Il faut plusieurs cases en plus. Oui, C'est vrai? oui, je plaisante pas, oui. Comme quoi? Comme le sens du sacrifice? Ah, il faut du plus, pas du Une moins. carapace? Oui, plus épaisse. Ouais. Et puis une longue vue. Il faut À long voir terme. au-delà de la colline d'en face et au-delà de la colline qui suit la colline d'en face. Il faut voir loin, parce que quand on prend une décision, elle ne compte pas seulement pour le temps présent, elle engage 67 millions de personnes pour de longues années. Donc il faut éviter de se tromper. Si vous êtes élu président de la République, imaginons que je suis une bonne fée et que je vous permette de téléphoner, de faire un coup de fil aux vivants, mais aussi aux morts. Qui aimeriez-vous appeler? J'appellerai mon père. Il serait content. Qu'est-ce que vous lui diriez? Je lui dirais, qu'est-ce que tu feras à ma place? Vous diriez aussi, t'as vu, j'ai réussi, quoi. Non, parce que Non, il j'ai faut pas réussi. se vanter avec son père. Il le saurait. Son dessin 99, c'est votre grande blessure. Hein. C'est un homme sage. Qu'est-ce qui reste alors de ce garçon de 17 ans? Il reste tout. Il n'a pas changé? Bah non, finalement, il est toujours là. Il était moins en colère. Oui. Posé. Oui, apaisé. Ouais. Et bien dans ses chaussures. Et fier de s'être construit tout seul? Très fier. Bon, comment ça s'est passé ce moment? Très sympa. Vous avez réussi à tirer les verres du nez. Bravo. Bon, merci Arnaud. C'est moi qui vous remercie. Bonne route, hein? Merci, messieurs, dames. Bien l'honneur de vous saluer